Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir pour découvrir l'actualité du jour. Voici les titres de ce mardi 6 avril. Journée nationale du paysan en Manga. Les préparatifs vont bon train. Dans cette édition, vous découvrirez l'installation officielle du Comité national d'organisation par le ministre en charge de l'agriculture. Atelier de réflexion sur le leadership des femmes vivant en situation de handicap. Une plateforme d'échange pour mieux impliquer et booster la participation de ces dernières dans la vie politique. Elle était attendue, elle est enfin là. La configuration du nouveau gouvernement ivoirien est connue depuis ce jour 6 avril. Une composition politique qui se passe de l'opposition. Madame, Monsieur, nous démarrons ce journal avec les préparatifs de la prochaine journée nationale du paysan. Le ministre en charge de l'agriculture a procédé ce 6 avril à l'installation officielle du Comité national d'organisation de l'événement. Cette année, c'est la région du Centre-Sud qui sera honorée. La date à retenir pour cette 22e édition de la journée nationale du paysan est le 23 avril 2021. Fatimata Nikiema. En prélude à la célébration de la 22e journée nationale du paysan, les hommes et les femmes chargés de l'organisation de cette journée étaient face au ministre en charge de l'agriculture ce 6 avril. Une prise de contact qui fait office de cérémonie d'installation du comité national chargé de l'organisation de cette 22e édition. Et selon le ministre en charge de l'agriculture, Salifou Ouedraogo, cette étape de Manga se tiendra en une seule journée. La journée du 23 est la journée dédiée à la journée nationale du paysan. Et c'est lors de cette journée qu'il y aura la décoration des producteurs méritants et ensuite il y aura l'entretien direct entre les producteurs, les acteurs du monde rural avec le chef de l'État. Et après cela, ils vont avoir un dîner, ou du moins ils vont avoir un déjeuner avec le chef de l'État et pouvoir vraiment continuer de faire les échanges. Ce sont au total 600 personnes qui sont attendues à Manga au lieu de 1500 comme à l'édition précédente. Mais des dispositions sont prises selon le ministre pour permettre de recueillir les préoccupations et recommandations du monde agricole dans les 13 régions du pays. Il y aura tout d'abord des ateliers des forats qui vont se faire dans les régions pour permettre à toutes les régions de participer. Et là, c'est un format où il y aura au moins 150 personnes par forat au niveau des régions. Et ensuite, il y aura une mise en commun qui va permettre de pouvoir avoir l'ensemble des décisions prises par les organisations du monde rural. Compte tenu du contexte sanitaire, le programme de l'organisation de la Journée nationale du paysan édition 2021 a connu des réaménagements. La foire agro-pastorale, halieutique et phonique n'aura pas lieu cette année. Le respect des mesures barrières contre la propagation de la pandémie de la COVID-19 sera de rigueur tout au long du processus d'organisation. Malgré ces contraintes, nous devons réussir l'organisation de cette édition et œuvrer à des débats de qualité devant aboutir à des recommandations et des engagements susceptibles d'impacter positivement le développement agro-silvo-pastoral, halieutique et phonique. Le thème retenu cette année pour la 22e journée nationale du paysan est impact socio-économique des crises sanitaires et sécuritaires sur le secteur productif du monde rural. Quelle stratégie de résilience? Les activités prévues se tenir lors de cette journée du 23 avril 2021 à Manga tourneront donc autour de cette question et devront permettre de trouver des stratégies. Le handicap ne doit pas constituer un frein à l'atteinte de vos objectifs ou à la réalisation de vos rêves. La Fédération ouest-africaine des associations des personnes handicapées tient à Ouagadougou un atelier de réflexion de 48 heures sur le leadership des femmes vivant avec un handicap. Il s'agit d'identifier les obstacles et de proposer des solutions pour une meilleure participation de ces femmes à la vie politique de leur pays. L'atelier s'est ouvert aujourd'hui même. Un reportage de Abdoulrahim Magnéni. Ce sont 48 heures d'échange et de réflexion autour du leadership des femmes handicapées.
Il s'agit de réfléchir afin d'identifier les obstacles qui minent la participation de la femme à la vie politique et économique et de proposer des pistes de solutions. Pour le président de la Fédération ouest-africaine des associations des personnes handicapées, les femmes vivant avec un handicap sont en nombre important sur le continent, donc impossible de les mettre en marge dans les actions de développement. Et leur participation à la vie publique et politique est très faible, tant au niveau national qu'international. Et pour nous, il fallait provoquer le dialogue pour que la participation de toutes et de tous soit une réalité à tous les niveaux. Et cela est d'autant plus grave pour la femme handicapée, et du fait aussi du poids du handicap. Donc pour nous, c'est un objectif de doter l'Afrique et du mouvement des personnes handicapées en Afrique des femmes leaders capables de porter la voix des femmes handicapées, de toutes les personnes handicapées d'ailleurs. Au-delà des femmes handicapées, il s'agit de se pencher sur la situation des femmes en général sur le continent. Pour la ministre en charge de la femme, il est plus que nécessaire que les femmes accèdent à des sphères de décision. C'est de dire qu'ils doivent réfléchir sans complaisance pour qu'au sortir de cette rencontre, nous ayons des recommandations fortes qui puissent aider toutes les femmes africaines et en particulier les femmes handicapées à participer à la vie politique et économique, mais surtout d'être des décideurs. Donc il faut que nous poussons nos filles et nos enfants et nos sœurs à aller plus loin à l'école et à être autonomes afin d'être des décideurs. Parce que nous savons pertinemment que pour décider, il faut être instruit, il faut être économiquement aussi posé. Donc c'est important que nous ne travaillons pas seulement sur les personnes handicapées. Il faut qu'on soit aujourd'hui dans l'inclusion. L'inclusion voudrait qu'on prenne et les personnes handicapées et les personnes valides, que ces personnes avancent ensemble pour la construction de nos différents États. C'est une vingtaine de pays d'Afrique qui participent à cette rencontre à travers les associations des personnes handicapées. Les résultats de ces réflexions permettront de passer à la phase des plaidoyers auprès des différents chefs d'État pour l'amélioration de la participation de la femme à la vie publique et politique. À l'Assemblée nationale, ce matin, les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso. Ce projet, qui comporte 142 articles répartis en 11 chapitres, vise à harmoniser le régime de protection des agents du public et ceux du privé. À travers cette idée de loi votée à l'unanimité, le gouvernement apporte des innovations à la loi numéro 15 du 11 mai 2006. Maxime Jean-Eudes Bambara. C'est à l'unanimité des 120 votants du jour que la représentation nationale a donné son quitus pour l'adoption du projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso. Ce projet de loi, défendu par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, vise, selon ce dernier, à harmoniser le régime de protection des fonctionnaires du public et ceux du privé. Des innovations ont donc été apportées à la loi numéro 015 du 11 mai 2006, aujourd'hui confrontée aux nouvelles attentes des différents acteurs du monde du travail. Au public, par exemple, à la Carrefour, la pension la plus élevée avant l'ancienne loi, c'était autour de 900 000. Au privé, c'était 480 000, puisqu'on avait limité le montant qui devait servir à la pension à 600 000. Bon, maintenant, on a levé ce blocage-là. On est passé maintenant à 800 000. Donc, la plus grande pension au privé, avec l'application de la loi et ce que nous projetons, va connaître une hausse. La plus grande pension mensuelle va passer de 480 000 à 540 000 francs CFA. Un principe de bonus-malus a également été intégré dans ce nouveau projet de loi, selon Seni Ouedraogo, histoire d'encourager, sinon inciter les employeurs à l'excellence. C'est-à-dire qu'un patron qui fait des efforts pour prévenir les accidents de travail, mieux les gérer à travers la sensibilisation, ou qui respectent les règles qui sont liées à la protection, il déclare ses agents à la CNSS, il paye leurs cotisations, etc. On a mis en place un fonds. Ces bons patrons-là, on va leur donner, la CNSS va leur donner une subvention pour les encourager pour le travail qu'ils font. Mais la partie malus, là, on ne va pas l'appliquer. C'est-à-dire que celui qui n'applique pas, il n'aura rien.
mais ce n'est pas celui qui applique qui aura quelque chose. Des innovations apportées, il y a également la prise en compte de l'assurance chômage. On a décidé d'introduire aussi l'assurance chômage, ce qui va permettre que, une fois le test d'application, le décret d'application adopté, il aura une cotisation, de sorte que quand quelqu'un va perdre son emploi, on pourra lui donner un revenu qui va lui permettre de pouvoir faire face aux difficultés de la vie, aux charges quotidiennes, et puis en espérant obtenir soit un nouveau emploi ou bien en attendant d'obtenir la pension de retraite. Cette assurance chômage demandera donc une contribution supplémentaire à l'employé en termes de cotisation. Selon le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, les modalités d'application de cette assurance feront l'objet d'échanges entre États, employeurs et travailleurs, tout comme l'assurance volontaire. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a ouvert ses portes aux hommes de médias. Une immersion de 3 jours qui a permis à ces derniers de se familiariser avec les méthodes de travail des agents de la fonction publique. Aussi ont-ils pu prendre connaissance des innovations, des projets en cours et des perspectives envisagées. Cette opération a eu lieu du 29 au 31 mars 2021. Mamidriana Kamabou. 72 heures, c'est le temps accordé aux hommes de médias pour comprendre le fonctionnement du ministère en charge de la fonction publique. Depuis son arrivée au sein de ce ministère, Seni Ouetraogo avec ses collaborateurs ont entrepris des réformes qui permettent de répondre aux besoins d'efficacité et de qualité des services publics. Dès lors, plusieurs initiatives sont entreprises au sein de ce département. On a une dizaine de e-services qu'on veut développer actuellement. Le secrétariat technique permanent, le secrétariat technique du guichet virtuel, il est le responsable de ces 12 ou 13 e-services. Mais à côté, j'ai pris des éléments qui sont ces agents où j'ai une discussion B2B. L'exemple de la plateforme que vous avez vue ce matin sur la retraite, c'est quelque chose que j'ai pensé. J'ai fait mes recherches dans la nuit, je me suis réveillé, puis j'ai dit au jeune homme, bon, ça c'est toi qui t'en occupes. Donc ça, je ne discute pas avec ces éléments sur ça. C'est comme l'étude de notation. Je vais prendre un autre agent qui est au plus petit bas de l'échelle. Je ne discute pas de ces questions avec ses chefs, mais avec lui. De la dématérialisation du système d'évaluation à l'organisation matérielle du travail, en passant par le système d'inspection du travail automatisé, plusieurs changements sont perspectibles au sein de ce ministère. Des changements qui servent de base d'expérimentation pour être étendus à l'ensemble de l'administration publique. Donc disons que pour 2021, nous avons environ une dizaine de e-services que nous devons en fait dématérialiser dans le programme, parmi lesquels il y a quelques-uns, à savoir les attestations de soumission au marché public que l'on voudrait opérationnaliser. Les travaux sont d'ailleurs en cours, sont dans un stade assez avancé et nous espérons dans moins de 2 semaines en tout cas avoir la solution fonctionnelle. Donc en plus des attestations de soumission au marché public, il y a d'autres attestations comme l'attestation de travail, les attestations d'établissement pour les entreprises. L'objectif de ces réformes, c'est d'avoir à terme des agents publics et des services de qualité. C'est aussi de faire en sorte que les ressources publiques soient utilisées à bon escient. Tout ce qui est idée doit d'abord passer par la maturation, mais par l'écriture. Il faut écrire, consigner dans des documents. C'est pour le présent, mais c'est un dialogue avec la postérité. Voilà, donc ça amène les gens de façon méthodique à comprendre que si on veut réformer quelque chose, on prend le soin de saisir le problème, faire comprendre le problème, commencer à émerger des solutions, commencer à implanter les solutions, avoir des petites victoires, les consolider et travailler sur le long terme. Et donc, ça nous amène donc, je dirais, à nous approprier les grands principes de la fonction publique qui sont connus. C'est mutation, c'est adaptation. Voilà, ça c'est permanent. On mute, on s'adapte. L'État burkinabé dépense environ 400 millions de francs CFA chaque année pour la location de certains ministères.
Pour réduire ces dépenses, le gouvernement, à travers le ministère de la fonction publique, prévoit des changements. À cet effet, l'immeuble Baonguin est en cours de réfection et cela sera prêt d'ici à quelques mois. Un dicton bien connu dit que de la discussion jaillit la lumière. Les membres du syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNES se sont rencontrés ce matin à Ouagadougou pour faire le bilan et se donner des idées pour un meilleur fonctionnement de leur association. Et comme vous le savez, depuis quelque temps, le système éducatif au Burkina Faso connaît des perturbations du fait de l'introduction de nouvelles réformes relatives au BEPC et au BACA. Le SNES s'impose également le devoir de mettre à nu ce point afin de trouver une solution avantageuse pour tous. Michael Tougri. À ce conseil syndical du SNES, les conseillers vont dresser le bilan moral et financier du bureau à mi-mandat. Il sera aussi question d'évoquer les réformes dans le milieu éducatif, notamment le BEPC et le baccalauréat, dont les réformes en cours divisent les acteurs de l'éducation. Nous aurons donc à nous prononcer sur les réformes concernant le BEPC et concernant le bac. Conseiller, c'est à eux donc de dire quelle est la direction que nous allons prendre. Même si personnellement je sais à peu près donc quelles sont nos attentes également à ce niveau. Le SNES fait partie du G16 et le G16 a œuvré l'année passée à ce que l'année ne soit pas une année blanche. Nous avons dit qu'il fallait que nous accompagnions les élèves pour achever l'année, pour faire les examens. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Et nous avons eu donc des résultats, en tout cas, assez acceptables. Et nous pensons que cette année également, eh bien, nous allons pouvoir conduire nos élèves donc, jusqu'aux examens avec des résultats vraiment fort louables. À mi-mandat, le secrétaire général du SNES et son bureau tirent un bilan satisfaisant malgré la pandémie à coronavirus et les attaques terroristes. Et c'est un syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNES qui sonne la mobilisation pour les futures batailles. À ce conseil syndical, la question d'une nouvelle feuille de route sera définie pour un syndicat plus fort qui défend l'intérêt de ses membres. Nous disons que nous avons une restructuration de notre syndicat. Nous voudrons voir donc quels sont les pans à mettre en place. Donc nous avons donc des conseillers et des inspecteurs avec nous, c'est-à-dire l'encadrement. Nous avons des chefs d'établissement avec nous. Nous avons donc le secteur de l'université de la recherche avec nous. Donc nous voulons restructurer à ce niveau. Nous voulons également consolider notre regroupement au sein donc du GCM et poursuivre la formation syndicale et professionnelle. Parce que grâce à ces formations professionnelles que nous arrivons à réaliser, eh bien, ça se ressent au niveau des concours. Vous savez, comme on le dit, les élections professionnelles donc vont s'annoncer. Donc, il faut consolider donc la ligne. Nous avons également, vous savez très bien que nous organisons des cours du soir que nous appelons UPA. UPA, c'est Université populaire africaine. Donc, nous avons également essayé donc de renforcer à ce niveau afin que ceux qui n'ont pas l'opportunité de s'inscrire en cours du jour puissent continuer avec le système éducatif. Donc, c'est notre part contributive pour l'avancée donc de la science. Le conseil syndical de ce 6 avril sera aussi une occasion pour les conseillers de définir la thématique du prochain congrès ordinaire du syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur SNES. Nous vous l'annoncions en titre, la composition de la nouvelle équipe ivoirienne conduite par Patrick Jérôme Hachi a été annoncée ce mardi. C'est un gouvernement de 41 membres sans l'opposition. Et pour le président du conseil régional de l'IFU, le contexte n'est justement pas propice à l'entrée de l'opposition. Correspondance de Yamba Kabri. Le nouveau gouvernement ivoirien post-législatif est connu. 37 ministres et 4 secrétaires d'État. Le premier ministre Patrick Jérôme Hachi se passe finalement de l'opposition dans la composition de son équipe. Celle-ci se dit ne pas être disposée à siéger au gouvernement avec un seul militant ou sympathisant de l'opposition en prison. Traoré Adam Kolia, cadre du PDCI-RDA et président du conseil régional de la région de l'IFU, un artisan de la cohésion sociale et du retour à la paix à Daoukro, après les événements tragiques de la crise électorale, pense que l'opposition fait bien de ne pas se précipiter dans un gouvernement dont elle ignore la nature. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, je ne défends pas d'opposition, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu créer les conditions de l'entente avant d'aller à un gouvernement? Parce que même si l'opposition y entre, les militants auront du mal à comprendre que pendant que
certains des leurs sont en prison, pendant que certains des leurs sont poursuivis, même s'ils ne sont pas encore en prison, pendant que certains pleurent encore des parents tués dans le cadre de ces élections, que l'opposition se précipite dans un gouvernement dont on ne connaît pas encore la vraie nature. Est-ce qu'un gouvernement d'union? Est-ce un gouvernement d'ouverture? Il revient également sur les actions d'anticipation qu'il a menées avec les leaders pour circonscrire la crise. Nous avons senti un peu venir les choses. Nous avons senti un peu venir les choses, dans la mesure où, dès les premières manifestations politiques, nous avons senti donc l'antagonisme entre différents clans. Et donc tout de suite, nous avons demandé à ce que les responsables des différentes communautés se retrouvent et qu'ils se parlent, qu'ils échangent et que chacun s'implique dans la gestion de ce qui est en train de naître pour l'étouffer. Selon lui, aujourd'hui, la quiétude est de retour et les différentes communautés seraient fréquentes, malgré quelques difficultés qui subsistent. Il ne faut pas penser que d'un coup de baguette magique, on en ait tiré tout cela. L'essentiel, le calme est revenu, les populations ont commencé à se fréquenter, à se parler, à se comporter comme elles le faisaient par le passé. Pour lui également, les challengers politiques doivent éviter de surfer sur les confusions qui induisent le peuple en erreur. La nouvelle équipe de Patrick Jérôme Hachi va donc effectuer sa rentrée des classes demain mercredi sans l'opposition comme ce fut le cas pour celle de ses prédécesseurs défunts, Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko. Et nous terminons ce 20h avec l'affaire George Floyd. Le chef des forces de l'ordre de Minneapolis a accablé lundi son ancien subordonné Derek Chauvin en déclarant devant les jurés qu'il avait violé les règles et les valeurs de la police lors de l'interpellation de George Floyd. Pour rappel, le 25 mai 2020, à Minneapolis, les 4 policiers avaient voulu interpeller George Floyd, soupçonné d'avoir écoulé un faux billet de $20. Au 6e jour du procès sur la mort de George Floyd, le chef des forces de l'ordre de Minneapolis a accablé son ancien agent Derek Chauvin. Devant les jurés, Medaria Arredondo a déclaré que son agent avait violé les règles et les valeurs de la police lors de l'interpellation de George Floyd. Aux États-Unis, les policiers qui font un usage excessif de la force sont rarement lâchés par leur hiérarchie et bénéficient d'une grande protection de leur syndicat. Ils sont également très rarement poursuivis en justice et encore moins souvent déclarés coupables. Continuer à appliquer ce niveau de force à une personne évanouie, menottée dans le dos, cela ne fait pas partie de notre politique. Cela ne fait pas partie de notre formation et ce n'est certainement pas conforme à notre éthique, à nos valeurs. Le chef de la police avait rapidement licencié Derek Chauvin après les faits. Dans un communiqué en juin dernier, il avait même qualifié la mort de George Floyd de meurtre. Lundi, devant les jurés, le médecin urgentiste qui a constaté le décès de George Floyd après avoir tenté de le ranimer avait aussi confirmé l'asphyxie. Les avocats de la défense du policier continuent d'affirmer que la victime est morte à cause de la consommation de drogue et de problèmes de santé préexistants et non pas parce que leur client Derek Chauvin lui a comprimé le cou pendant plus de 9 minutes. Derek Chauvin plaide non coupable. Il risque jusqu'à 40 ans de prison. Le procès devrait encore durer 2 ou 3 semaines. Fin de cette édition, je vous quitte sur cette image de la place du 2 octobre. Ce monument a été inauguré le 2 octobre 1985 lors du premier anniversaire du discours-programme prononcé le 2 octobre 1984 par le capitaine Thomas Sankara. Retrouvez-le sur l'avenue du Larlé Naba Abga au secteur numéro 1 dans l'arrondissement numéro 1 de la ville de Ouagadougou. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite de programme sur Tri TV, la télévision interactive. Bonsoir.